Bonjour, législative 2022. Aujourd'hui, je rencontre Marie-Christine Arambas. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes adjointe à la mairie de Mont-de-Marsan et vous vous lancez dans les législatives. Alors, qu'est-ce qui vous motive dans ce combat, dans cette démarche ? Eh bien, c'est peut-être l'évolution en fait de ma vie, tout simplement. J'ai passé une grande partie de ma vie à l'hôpital, donc c'est ma profession. Je suis médecin hospitalier par choix parce que j'aime la fonction publique et j'aime être au service des gens. Et j'ai toujours essayé de porter en fait mon hôpital avec des projets innovants. J'ai été en charge des urgences avec le nouveau service. J'ai ensuite monté l'unité médico-légale en 2014 sur l'hôpital avec un travail avec la justice, la gendarmerie, la police et les associations. Et j'aime ce contact et ce travail en équipe avec différents partenaires. Quand je suis partie avec M. Charles Daillot à la mairie, c'était une autre façon de continuer ce projet, avec à la fois une action locale, mais moi, le rôle d'élu, je le vois comme une projection. Ce qui m'intéresse, c'est de travailler maintenant pour 2030 ou 2035. Donc à un moment, il faut décider pour pouvoir agir vraiment. L'Assemblée nationale est un bon endroit pour décider et proposer. Alors, on va faire un peu le tour de tout ce que vous voulez faire, ce que vous allez proposer aux Landais pour qu'ils vous choisissent. Dans un premier temps, la première des questions, quand on arrive au niveau national, c'est qu'on fait partie d'une famille politique, j'allais presque dire obligatoirement. Donc vous, quelle est votre famille politique ? Alors, ma famille politique, c'est la droite républicaine, donc les Républicains, UDI, Nouveau Centre. Nous partageons des valeurs qui sont les nôtres depuis longtemps, qui ont évolué avec la société, qui sont les valeurs du travail, les valeurs de la progression sociale, et puis la tâche, et j'y suis particulièrement sensible parce que je le vis tous les jours dans mon quotidien, le pouvoir régalien de l'État, c'est le prendre soin, la santé, le protéger, défendre, la justice, la police, la gendarmerie et l'éducation qui fait les citoyens de demain. Aujourd'hui, quand on est votre parti, le LR, UDI, il n'y a pas une frustration parce que j'aurais presque tendance à vous demander combien il y a de partis aujourd'hui politiques en France parce qu'on a l'impression qu'il y en a qui sont mieux vus que d'autres. Oui, alors je pense que c'est aussi l'évolution de tout ce qui se passe depuis une dizaine d'années. Donc moi, quand je vais à la rencontre des gens sur les marchés, les commerçants, je constate qu'ils sont très en colère. Donc par rapport à beaucoup de sujets. Donc quand on est très en colère, qu'est-ce qu'on fait? On va vers les extrêmes puisque c'est que ce qui est en place ne fonctionne pas bien. Et donc on se retrouve avec des extrêmes, extrême droite, extrême gauche, socialiste, extrême gauche, une association qui est peut-être pas très judicieuse semble-t-il. Et puis au milieu, on a un parti avec un contour variable, à géométrie différente suivant les événements. Et je pense que les gens ne s'y retrouvent pas parce qu'il n'y a pas de colonne vertébrale. Moi, ma famille politique, la droite, on a gardé cette colonne vertébrale et on essaye de se faire entendre dans ce débat démocratique que représentent les législatives. Oui, parce que vous faites remarquer qu'il y a des différences, c'est vrai. Et en plus, au niveau national, il y a une vraie différence par rapport au niveau local, puisqu'on s'aperçoit que vous êtes hyper représenté localement et les derniers résultats des dernières élections vous ont quand même quasiment ignoré. Comment vous expliquez cette différence entre le local et le national ? Mais peut-être parce qu'il faut qu'à l'Assemblée nationale, on retrouve justement cette part de local, parce que c'est parce qu'on est en contact avec les gens, avec leur quotidien, qu'on est en phase avec eux, qu'on propose des choses sur le territoire, qu'on peut faire remonter au niveau national des choses qui vont servir à l'ensemble du territoire. Donc il y a voter les lois, il y a aussi dire au gouvernement qu'on n'est pas forcément d'accord, et puis à côté de ça, une fois qu'on a fait ce constat, c'est être suffisamment nombreux pour être force de proposition et justement défendre à partir de cette base locale des projets nationaux. Alors j'ai toujours ma petite question provoque parce que par rapport à ce que vous m'expliquez, en France on est encore en démocratie ou on est en dictature par rapport à ce qu'on vient de vivre depuis 5 ans ? On est en démocratie, soyons clairs. Voilà, on respecte les règles. Le président de la République a été élu lors d'une élection qui a été parfaitement démocratique, donc il n'y a aucune contestation là-dessus, quel que soit le déroulement de la campagne.
Les législatives représentent le tour suivant. C'est un tour un petit peu différent où justement il y a à la fois du national et du local et ça peut permettre aux gens aussi de s'exprimer autrement et le débat peut aussi être différent. Mais clairement, on est dans une démocratie qui fonctionne. Alors, quand on part comme ça, aujourd'hui, on part toujours en duo maintenant en politique. Donc, vous avez un suppléant. Comment s'appelle-t-il? Présentez-nous-le rapidement. Et puis, pour vous, quelle est sa fonction et comment vous travaillez avec lui? Alors, mon suppléant s'appelle Thomas Lagorce. Il est élu d'opposition à Biscarrosse. Et donc, il représente le nord, en fait, de la circonscription et la côte. Et je voulais absolument partir avec un jeune, parce que il y a des jeunes qui s'intéressent à la politique et qui croient qu'on peut être actif en étant impliqué dans les collectivités et peut-être à un autre niveau. Et puis aussi autre chose, mais c'est peut-être aussi l'expérience de mon métier, c'est que nous anciens, nous avons la connaissance, nous avons l'expérience, mais la fougue de la jeunesse, elle est indispensable et il faut savoir l'écouter. J'ai des grands enfants qui ont à peu près l'âge de mon suppléant et il faut faire ce compagnonnage entre le plus ancien de l'expérience et le plus jeune qui peut aussi apporter. C'est la France de demain, il faut les entendre, il faut les écouter et il faut tenir compte de ce qu'ils nous disent. Alors, avant d'attaquer les sujets un peu plus importants, on va parler d'un thème qui n'existe pas cette année. On a l'impression que ces élections ne sont pas concernées par l'abstention. Comment ça se fait et pourquoi l'abstention a disparu du débat ? Parce que je pense qu'on ne veut pas en parler tout simplement, et puis parce que aujourd'hui les gens se disent un peu écœurés de ce qui se passe, mais c'est très compliqué d'aller voter contre quelqu'un. C'est quand même beaucoup plus intéressant de voter pour des idées, avec un vrai débat. Le débat, on l'a vraiment eu au moment des présidentielles. Avant, je ne suis pas certaine qu'il y ait eu beaucoup de débats non plus qui aient pu orienter en fait les citoyens et leur permettre de choisir. Et moi je comprends qu'ils soient un peu démoralisés. Moi je voudrais vraiment dans ce débat qui est celui des législatifs leur dire voilà, il y a un projet, on a des idées, des choses que l'on va défendre, on compte sur vous, portez-nous pour défendre ces idées, on le fera et votez pour quelque chose, pour des idées, pour quelqu'un. Alors, justement, la difficulté de la législation, c'est que vous allez être sur deux débats différents, avec deux axes de travail complètement différents, parce que défendre une idée nationale, c'est toute la grosse machinerie du Parlement. Donc, comment arriver et quelles sont les idées que vous voulez faire passer au niveau national ? Alors, au niveau national, je pense que la chose qui s'impose, c'est le pouvoir d'achat, parce qu'on le voit bien avec tout ce qui se passe, les gens sont de plus en plus en difficulté, donc je pense que ce thème-là doit être abordé prioritairement. Le gouvernement qui vient d'être nommé parle déjà d'une loi sur le pouvoir d'achat, avant même la fin des législatives, en tout cas de proposer quelque chose, et je pense que c'est un vrai débat national et qu'il faut porter ces projets et solutionner les problèmes des citoyens. On ne peut pas les solutionner comme on le fait aujourd'hui avec des primes, avec des aides ponctuelles. C'est vraiment un vrai débat de fond. Donc aujourd'hui, les classes moyennes, elles ont un pouvoir d'achat qui ont diminué parce qu'on les a quand même beaucoup matraquées pendant 5 ans. Les gens qui étaient pauvres sont encore plus pauvres aujourd'hui, ça représente à peu près 10 millions de personnes en France. C'est donc un vrai sujet. Quand on regarde le portefeuille des Français, c'est l'énergie, c'est le logement. Sur la côte, le logement pour les jeunes, c'est un vrai problème. Et puis aujourd'hui se rajoute l'alimentation. Donc contre ça, il faut proposer des vraies mesures, pas des mesurettes, pas des primes, des choses durables. Et ça, c'est un débat qu'on doit avoir au Parlement. Alors, qui dit débat, c'est partir dans tous les sens aussi et prendre du temps pendant que les gens, eux, ils vont tous les jours à la pompe. Donc, absolument. Comment faire pour qu'une idée, et vous allez nous expliquer la vôtre, puisse rapidement être en place, parce que c'est un peu ça où il y a un décalage. Nous avons 2 mesures au niveau des Républicains que nous souhaitons porter, qui est d'une part de ramener le prix de l'essence à la pompe à 1,5 € le litre, c'est-à-dire en diminuant les taxes qui ont été mises sur l'essence, et d'autre part, c'est de réduire la CSG, aussi bien pour les salariés que pour les indépendants, pour permettre d'avoir une vraie augmentation de salaire. Parce que le salaire, c'est ce qui fait le quotidien des gens et c'est avec ça qu'ils fonctionnent. Ils savent que tous les mois, ils vont avoir
tel revenu et il s'organise en fonction de ça. Ce revenu ne peut pas varier en fonction des circonstances et des moments et des choix qui sont faits de façon ponctuelle. Est-ce qu'il n'y a pas, vous parlez là justement de valoriser le salaire, tout le monde le dit, tout le monde le fait, mais tout est fait de la même manière, quelle que soit la taille des entreprises ou quelle que soit la fonction des entreprises. Il n'y a pas un illogisme là aussi sur lequel on pourrait travailler? Alors, il faut diminuer les charges. Les charges sont très lourdes pour toutes les entreprises et particulièrement pour les petites entreprises ou pour les indépendants. Donc, eux, ils ont un vrai besoin que l'on soulage en fait ces charges pour qu'ils puissent vraiment valoriser le travail. Nous, ce qu'on cherche, nous, aux Républicains, c'est la valorisation du travail. Tout travail mérite salaire. Donc, un travail qui est fourni, parce qu'il y en a du travail dans les petites entreprises, il doit avoir un salaire qui correspond. Et puis, c'est aussi une façon de reconnaître les gens, de les remettre dans le bon sens de leur activité professionnelle. Une des autres axes sur lesquels vous voulez aller aussi, on sort du Covid. Alors on a, justement, c'est votre métier en plus, donc ça va aller très bien. On a félicité, applaudi, mais quand on regarde le Covid est officiellement en train de disparaître, et on a l'impression qu'on est revenu comme avant et qu'il y a un vrai travail d'hôpital et de santé à faire, parce qu'il y a des vraies difficultés aujourd'hui. Alors, moi je vais vous dire, en 2013, j'ai quitté les urgences après de très nombreuses années de travail pour souffler un petit peu. En 2013, les soignants disaient déjà qu'on allait dans le mur. Donc aujourd'hui, on y est, et je pense même qu'on est en train de saper les fondations du mur. Voilà, donc on peut continuer comme ça. On ne va pas solutionner le problème, là encore, avec des mesurettes, avec pas de restructuration de ce système de santé. On a un système de santé, il est quand même performant, il faut pas dire qu'on ne travaille pas bien, mais il faut le restructurer, il faut l'organiser. Alors clairement, former une infirmière, c'est 4 ans, former un médecin, c'est 10 ans, donc même si on dit qu'on veut augmenter le nombre de soignants, il va falloir un certain temps. Et pendant ce temps-là, il faut continuer à prendre les gens en charge. Donc il faut réfléchir autrement et il faut restructurer ce système de santé avec les moyens dont on dispose. Donc déjà, alors je vais essayer de prendre des exemples un peu concrets parce que ça va peut-être plus parler. On lit plein de choses en ce moment en disant les urgences sont en grande difficulté, il n'y a pas assez de médecins urgentistes, on régule le passage la nuit, etc. Sur les gens qui passent aux urgences, vous en avez 20% qui doivent passer réellement aux urgences. 5% d'urgences vitales, 15% d'urgences relatives. Les autres patients devraient être pris autrement dans notre système de santé, par d'autres soignants, par des médecins à l'extérieur, des médecins libéraux, etc. Donc si on fait effectivement aller aux urgences les patients qui ont besoin d'y être, d'abord l'hôpital remplit son rôle, les urgentistes font leur travail, le travail pour lequel ils ont été formés, et ils le feront probablement mieux parce que moins débordés et ils vont passer plus de temps avec les patients qui le nécessitent. Donc il faut ensuite réfléchir comment est-ce qu'on fait repartir les patients au bon endroit. Et donc c'est restructuré, c'est le maillage du territoire. Donc il peut y avoir des maisons de santé, on essaye de faire venir les jeunes médecins, mais on ne les fera venir que si on donne du sens à leur travail. Si les jeunes médecins viennent, sont seuls et doivent être complètement submergés par les appels qu'ils ont parce qu'ils se retrouvent tout seuls dans une zone rurale, bien évidemment ils ne resteront pas. Si vous faites venir 2-3 jeunes médecins avec un médecin ancien, qu'ensemble ils forment une équipe, qu'ils refont un travail qui n'est pas juste de consultation mais de tout un tas de petites choses qu'on peut faire en médecine générale, avec un temps pour réfléchir sur les patients compliqués, pour partager les connaissances, les informations, et une qualité de travail qui va être correcte, eh bien, ces jeunes médecins y resteront. C'est la même chose pour les infirmières. Aujourd'hui, une infirmière, elle a une durée moyenne de vie de 8 ans. C'est-à-dire, elle fait 4 ans d'études, elle travaille 8 ans, et ensuite, elle change de métier. C'est quand même une perte dans la formation et ça dénote bien que ce n'est pas juste des moyens financiers, c'est prendre en considération le travail des soignants. Donc c'est effectivement une rémunération correcte, mais c'est aussi les considérer dans leur travail et leur laisser prendre soin. Ne pas instituer une forme de maltraitance institutionnelle parce qu'on a trop de patients, pas le temps, trop de tâches ou des tâches pas adaptées.
Il y a un chiffre quand je regardais qui m'a surpris, mais qui correspond peut-être bien à une réalité dans beaucoup d'endroits et pas qu'à l'hôpital. Vous dites il y a 35% aujourd'hui d'administratifs dans un hôpital et il faudrait passer à 15%. C'est énorme parce que ça montre une vraie différence de travail, comme vous dites. 20% plutôt de médicaux que d'administratifs. Comment on en est arrivé là? Mais parce que on a à l'hôpital, moi je vais parler de l'hôpital puisque le libéral forcément j'ai fait des remplacements dans un temps ancien mais j'en suis un peu plus loin aujourd'hui. On a des tâches administratives qui se surajoutent sans arrêt parce qu'il faut que les dossiers soient complets, parce qu'il faut remplir des papiers, parce qu'il faut être avec l'ordinateur, parce que voilà, donc toutes ces charges se surajoutent et sur ces charges, il y a probablement un certain nombre de charges qui peuvent être déléguées, d'une part pour que les soignants retrouvent leur mission de soins, d'une part, et d'autre part parce que le travail à l'hôpital, c'est un travail d'équipe. Moi, je travaille avec l'infirmière de mon service, avec l'aide-soignante qui fait les toilettes, qui donne à manger le midi, avec l'assistante sociale qui va organiser le retour à domicile, avec la secrétaire qui prend les rendez-vous et qui parle aussi aux familles avant qu'on les voie. Et donc, tout ce travail, aujourd'hui, on ne le fait plus à l'hôpital. Alors, plutôt que de faire de l'administratif, il faudrait mieux qu'on puisse se réunir entre nous pour faire un travail collectif autour du patient, parce que c'est ça notre cœur de métier, c'est ça notre mission. Aujourd'hui, il y a des grands débats sur justement la sécurité, la justice. Quel est votre regard sur ce monde-là ? Alors, j'ai un petit regard, puisque dans mon métier de médecin légiste, en fait, je travaille avec la justice, avec la police, avec la gendarmerie et avec les associations, il ne faut pas les oublier. Ils sont en difficulté comme nous dans la santé. Donc là encore, on a parlé de moyens financiers, de moyens humains, mais le constat, c'est quand même que la violence au quotidien, elle est de plus en plus présente. Et c'est celle-là qui dérange les gens, parce que c'est leur vie quotidienne qui est impactée par des incivilités permanentes et répétées, et même dans des villes moyennes, comme dans les Landes, à Mont-de-Marsan ou à Biscarrosse, ou pendant l'été sur les villes de la côte. Donc il y a un vrai travail, là aussi, de restructuration, de réorganiser quelles sont les priorités. Il y a certes besoin de moyens humains, mais il y a aussi comment peuvent travailler mieux les forces de police et de gendarmerie, comment on peut mieux travailler la justice, faire respecter les mesures, les lois qui existent, faire respecter les peines, faire un vrai travail au niveau de la détention, parce qu'on s'aperçoit qu'il y a des peines qui n'arrivent pas jusqu'à la détention. Voilà, donc tout ça doit être remis en ordre avec un travail collectif, entre les citoyens et ces différentes institutions. Alors c'est quand même étonnant parce que on est quand même beaucoup taxés en France, on paye beaucoup d'impôts et on n'arrête pas d'entendre dire qu'il manque de moyens. Donc est-ce qu'il faut augmenter les impôts, mieux les répartir? Comment on fait? Non, il ne faut pas augmenter les impôts. Je pense qu'en France, on paye déjà beaucoup d'impôts, et en particulier les classes moyennes, qui sont beaucoup impactées par une politique sociale qui est certes tout à la gloire de la France et qui est très bien pour les gens qui en ont besoin, parce qu'on se doit d'aider les citoyens qui ont besoin d'être accompagnés pendant une période de leur vie, mais il faut probablement mieux réfléchir à comment on répartit les aides, vers qui. Nous sommes attachés au fait que la taxation doit être moins importante, parce que le travail doit être davantage rémunéré et davantage récompensé. Voilà. Et donc, il faut arriver à remettre là aussi du bon sens dans le travail, du bon sens dans les aides qui sont données, qui sont extrêmement complexes. Il faut simplifier toutes ces aides. Quand vous êtes au chômage, quand vous avez droit à des allocations, parfois, je vous assure, heureusement qu'il y a des assistantes sociales qui viennent vous aider, parce que vous, moi, la personne lambda, on est incapable de remplir les documents et de savoir à quoi on a droit exactement. Donc tout ça est très très compliqué et pourrait être nettement simplifié. Alors là, on a fait un peu le tour des grandes mesures nationales auxquelles vous voulez vous attaquer. On va descendre au niveau local. Donc
quel est pour vous le travail d'un député au niveau local et quels sont les gros dossiers à prendre et qu'est-ce que vous auriez aimé ou vous aimeriez qu'il soit fait dans les Landes par le député? Alors le député, c'est vraiment le lien entre les acteurs locaux, parce qu'il y a les élus, il y a le monde de l'entreprise, alors l'entreprise au sens très large, hein, les agriculteurs, les industriels, les gens du tourisme, les commerçants, voilà, tout ça ce sont des entreprises, ce sont eux qui font vivre le territoire, ce sont eux qui le développent, donc le député, il doit être en lien avec toutes ces personnes et il doit les accompagner et porter en fait les mesures qui semblent pertinentes pour permettre ce développement sur le territoire. Alors nous, on est un territoire, il faut qu'on en soit fier, on est un territoire rural, hein, on a des villes moyennes, on n'a pas de grosses villes, on a des villes moyennes avec de la forêt, avec la mer, voilà, et les Landes se sont construits dans cette identité rurale. Et donc il faut qu'on arrive à la porter à travers les mesures sur le département. Donc je pense que l'agriculture est une thématique importante avec l'autonomie alimentaire. Ça, c'est un premier axe, mais il y a également aussi toute l'industrie du bois. J'ai été visiter une scierie à Mimizan. C'est une industrie qui est très importante, mais toutes les personnes qui développent en fait le tissu économique au niveau rural doivent être soutenues par le député. Comment vous serez présent auprès des gens? Vous allez dire une fois que vous êtes élu, vous allez devoir vous partager votre vie en deux. Donc comment vous allez faire pour que les gens puissent continuer à vous aborder, si on peut utiliser cette expression? Bien, je pense qu'il faut être disponible. C'est un contrat. Moi, je me présente à la députation. C'est comme dans mon travail. Quand on fait un travail, c'est un contrat écrit, c'est un contrat moral. Être député, c'est un contrat écrit, c'est un contrat moral. Ça veut dire que pendant 5 ans, je mets ma vie professionnelle entre parenthèses et que pendant 5 ans, je serai 3-4 jours par semaine à Paris, les 3 autres jours sur le département et qu'au niveau du département et de ma circonscription, j'organiserai en fait un lien régulier avec les personnes que je souhaite rencontrer et les personnes qui me le demanderont. Alors, justement, il faut faire campagne, ça c'est le grand moment. Comment vous allez pour le 12 juin, jusqu'au 12 juin? Quelles sont les dates importantes où les gens peuvent vous voir, vous aborder, venir vous poser leurs questions? Quels sont les grands moments jusqu'au 12? J'ai envie de vous dire, tous les moments sont importants parce qu'en fait, chaque personne qui est rencontrée est importante. Que ce soit la personne sur le marché avec qui je vais discuter, que ce soit le commerçant que je vais aller saluer, que ce soit l'industriel où je vais aller visiter son entreprise. Voilà, donc tous ces moments sont importants. Il y a des réunions public, donc où on pourra, où je vais présenter mon programme et échanger avec les gens. Les dates des réunions publiques, il y en a 5, elles sont sur le tract qui est distribué sur les marchés. Vous pouvez les donner aussi, il n'y a pas de problème. Oui, alors je ne les ai pas toutes en tête, elles sont assez regroupées sur les moi je vais le dire puisque j'ai des sèches et pas vous. Le 30 mai à Pontinx, le 1er juin à Gabarret, le 3 juin à Biscarros, le 8 juin à Broca, et le 9 juin à Mont-de-Marsan, vous finissez chez vous. Voilà. C'est un peu logique. On arrive à la fin de cet entretien, merci beaucoup. Et je vais vous poser la question que je pose systématiquement à tous les candidats, quels qu'ils soient. Le 12 juin, je vais aller voter, je vais me retrouver devant toutes les propositions. Pourquoi je dois prendre votre bulletin plutôt qu'un des autres bulletins? Qu'est-ce qui fait? Comment me motivez-vous pour que ce soit vous plutôt qu'un autre? Bien, parce que j'ai toujours respecté mes engagements. Je suis quelqu'un de tenace, je ne lâche jamais, je vais au bout des projets que j'ai, je l'ai fait dans ma vie professionnelle. Si je m'engage en me présentant aux législatives, c'est effectivement pour remplir ce même contrat pendant cette période. Je suis toute jeune en politique, je ne vais pas faire une carrière pendant 30 ans et donc c'est vraiment une période de ma vie où je m'engage à servir les Landais, plus particulièrement ceux de la première circonscription, et à défendre cette identité landaise. J'aime bien ce mot identité parce que moi je suis une Landaise d'adoption et ce terme est très fort parce qu'il reflète ce que sont les Landais au quotidien.
Merci beaucoup d'avoir pris le temps dans cette campagne de venir nous voir. Merci Je vous dis vous au 12 juin, reçu. avec plaisir. Et à très bientôt. Bonne fin de journée.